Bonjour à tous. Écoutez, merci de m'avoir invité. On va faire ça comme ça. Si vous m'entendez pas crier, oui, mais ils veulent pas. S'ils veulent, ouais, ils vont vouloir. Écoutez, j'ai la lourde tâche de démarrer cette journée et d'essayer de respecter à peu près un agenda contraint. Donc je vais avoir le maître des horloges avec moi. Vous m'en excuserez. Alors, moi, je vais vous parler des data, alors certes au cœur des guerres modernes, et surtout de la façon dont le conflit qui se déroule à l'heure actuelle en Ukraine a pu modifier, sinon l'usage des données, la perception que l'on en avait. Tant bien pour ce qui va être les entreprises que les populations civiles, voire les administrations, et pas uniquement que les systèmes gérant la chose militaire, comme on va pouvoir le voir. Et c'est même pas forcément là-dessus que je vais vraiment centrer mon intervention. Je ne vais pas forcément vous parler d'intelligence artificielle dédiée au pilotage des systèmes d'armement. On pourra le faire si vous voulez à la pause, mais c'est pas forcément l'objet de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ou tout au moins ce matin. Moi, mon parcours, donc je suis docteur en sciences de gestion et je travaille sur la géopolitique, l'Ukraine et la Russie depuis maintenant plus de 10 ans, donc je connais bien la zone. Et mes travaux de thèse portaient sur tout ce qui était opération d'influence, modification comportementale et tout ce qui était nouvelles technologies que l'on allait pouvoir utiliser, et bien tout simplement pour asseoir ces opérations. Ce qui veut dire que ça m'a amené à regarder aussi bien ce que l'on allait pouvoir mettre en place pour des attaques de cybersécurité sur les systèmes, avec les principes de cybercoercition, et tout ce que l'on allait pouvoir avoir sur le contenu, donc sur le volet informationnel. Et là, on va aller jusqu'à toucher de l'IA, et j'ai bien vu tout à l'heure une petite encart ChatGPT, notre ami l'intelligence artificielle conversationnelle. Donc voilà un petit peu le contexte. Mes travaux de thèse, je les démarre en 2016, après avoir travaillé sur la zone pendant longtemps et avoir été le témoin de beaucoup d'opérations informationnelles, au début un petit peu balbutiantes, qui visaient un spectre extrêmement large et qui pouvaient avoir des physionomie qui allait être différente en fonction de la cible, parce que oui, vous allez avoir un ajustement en fonction de qui vous allez viser. Les cibles, ça pourrait être vous et moi, en termes d'individus, de population civile, selon où vous habitez, le groupe social auquel vous appartenez. Alors le groupe social, ça va être votre groupe socio-professionnel, mais ça va être aussi père ou mère de famille, joueur de foot, vous êtes un autre type de groupe social. Ça va être les organisations publiques et privées, et puis ça va être aussi, dans les cas militaires, eh bien, tout ce qui va relever de questions stratégiques et sensibles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu dès 2014, donc on remonte un petit peu dans le temps, mais je ne vais pas vous refaire l'histoire, je pense que maintenant depuis 15 mois tout le monde l'a à peu près bien en tête, vous avez eu le développement de très larges opérations d'information, de désinformation, d'intoxication, de déstabilisation ou de désorientation, selon la terminologie et selon le type d'opération auquel vous allez vous référer. La liste n'est malheureusement pas exhaustive, là encore. Eh bien, vous avez eu des opérations qui se sont mises en place pour contrer ce type d'approche informationnelle à visée de déstabilisation ou du moins de morcellement de cohésion de groupes sociaux, alors qu'on parle encore d'un État ou d'une échelle plus petite. Ce que l'on a vu naître, c'est tout simplement l'OSINT. Donc c'est le premier sigle, mais j'ai promis que j'en utiliserai très peu, donc Open Source Intelligence. L'Open Source Intelligence, c'est tout simplement la capacité d'acteurs à aller vérifier un contenu, et je parle bien de contenu et pas d'information. On a souvent un amalgame qui est fait à tort, alors c'est un abus de langage que l'on fait tous, mais de contenu, pour vérifier sa véracité. Et cette véracité, vous allez la vérifier de différentes façons. La géolocalisation, l'horodatage par exemple, ou des éléments qui vont être beaucoup plus fins et qui vont se croiser avec ces éléments-là. Donc vous avez des communautés spécialistes. Alors vous allez me dire, oui, OSINT, mais est-ce que c'est réellement nouveau ? Non. L'OSINT, ce n'est pas en soi une discipline nouvelle. Il est d'usage de positionner ses racines officielles dans les années 40, notamment en février 41, quand le président Roosevelt crée un bureau qui s'appelle le Foreign Broadcast Monitoring Service, vous me direz cet accent franglais absolument merveilleux, auquel il donne $150 000. À l'époque, c'est une somme coquette. Si vous allez à Portland, eh bien, vous pourrez aller poser un cierge sur le lieu du premier site.
qui avait pour but de repérer tout ce qui pouvait être de nature d'information, alors d'information, on va dire, de signaux faibles ou plus lourdes, en suivant les discours, les radios, la presse, tout ce que vous pouviez avoir à l'époque. Alors évidemment, on avait beaucoup moins de données, et vous avez une montée en puissance qui intervient quand ? Eh bien, juste après Pearl Harbor, et ce qui était du monitoring service devient de l'intelligence service. Pour vous donner une idée, on allait suivre tout ce qui était notamment les radios noires. Donc une radio noire, c'est une radio qui n'est pas ce qu'elle prétend être. À titre d'exemple, des radios du Midwest qui au cours de leurs événements, donnaient des éléments qui allaient attiser les tensions raciales pour essayer d'aller perturber la possibilité de prise de décision du gouvernement américain. On a eu comme ça énormément de discours qui ont été analysés, enregistrés, traduits, des notes qui étaient faites de manière régulière pour aider à la prise de décision à l'époque du gouvernement. Comme ça, vous avez encore des enregistrements de discours de personnes comme Adolf Hitler, comme Goebbels, comme Mussolini, comme Pétain, etc. Donc ces archives sont maintenant ouvertes. Dans le civil, on a pu utiliser de l'OSINT bien plus tard, et vous le connaissez, notamment dans les pratiques d'intelligence artificielle. Quand vous allez étudier un marché avant d'aller déployer votre entreprise, quelle est la physionomie du marché, qui y est, comment, avoir un petit peu ce qui se passe derrière le décor, donc aller récupérer un maximum d'informations. Quand vous allez faire de la due diligence, par exemple, quand vous allez vérifier avec qui vous allez contractualiser, avec qui vous allez travailler, eh bien vous allez utiliser très souvent de l'OSINT, de tout ce qui va être de la source ouverte. Et quand vous allez surveiller votre concurrence, ça peut être aussi bien sur des éléments auxquels on va penser, mais aussi surveiller tout simplement ce qu'ils publient, les profils qu'ils vont rechercher, les matériaux qu'ils vont acheter. Oui, quand vous allez prendre une emprise et que cette emprise elle est juste à côté de serveurs et que vous faites du trading à haute fréquence, il y a des chances que vous vouliez développer votre activité. Donc tout ce genre de choses, j'éviterai de parler du scrapping sur LinkedIn qui est strictement interdit, mais qui se pratique quand même. Et je sais qu'il y a beaucoup de juristes parmi nous, dont au premier rang, je ne voudrais pas m'attirer les foudres de l'organisation. Et puis, vous allez aussi l'utiliser pour protéger vos actifs, notamment pour tout ce qui est de surveiller votre réputation et les attaques réputationnelles qui peuvent être extrêmement délétères. Alors, ça va passer encore une fois par beaucoup de détails que j'ai pu vous donner. La liste est loin d'être exhaustive et on ne va pas la déployer ici parce que le temps est compté. Pour autant, l'OSINT en tant que telle, elle va vraiment être définie qu'en 2001, donc c'est assez récent, par l'OTAN dans l'Open Source Intelligence Handbook, deuxième mot en anglais, deuxième accent merveilleux, vous remarquerez avant midi du matin, qui vous explique que l'OSINT est défini comme une information qui est non confidentielle, qui a été délibérément découverte, décomposée, distillée et diffusée à un public cible pour aborder une question spécifique. Une fois que je vous ai dit ça, vous êtes quand même totalement ravis, puisque c'est extrêmement large. Et je reviens à l'Ukraine, parce que oui, j'ai fait un détour, mais non, pas de claquage des adducteurs. Pourquoi ? Parce que ce que l'on voit, c'est qu'en 2014, on a toute une communauté qui se développe pour essayer d'expliquer, quand vous avez des contenus qui sont mensongers, totalement, partiellement, qui sont créés à dessein, qui sont simplement décontextualisés, pour les reprendre et redonner des éléments de véracité. Alors, pourquoi est-ce que ça a pris très fort en Ukraine ? Eh bien, parce que déjà, ils avaient l'habitude d'avoir un voisin relativement turbulent sur le sujet informationnel. Tout ce qui est les doctrines qui vont toucher à l'information et à la manipulation des foules, vous remontez à des petits documents de l'Armée rouge dans les années 1927, où on vous explique que passer derrière les lignes en termes d'information pour aller perturber le soutien et la population, c'est un enjeu extrêmement important. Et on est encore bien avant notre ami Roosevelt. Donc si vous voulez l'idée d'avoir ces informations-là, vous allez les retrouver tout au long de l'histoire. Et puis en Ukraine, vous aviez un savoir-faire digital qui était extrêmement important et le partage d'une langue commune pour un certain nombre soit de contenu, soit de fabricants de contenu. Donc vous avez cette communauté qui se crée, qui se spécialise, qui fait un petit peu des petits, et elle augmente en compétences avec le conflit syrien. Pourquoi le conflit syrien ? Eh bien parce que la Russie est engagée et que les Ukrainiens et les pro-Ukrainiens renforcent leurs compétences, renforcent leur base de données, puisque vous avez des spécialistes, vous allez avoir des spécialistes sur du matériel militaire, mais aussi sur du véhicule civil, sur du refit de véhicules, donc de la remise à niveau de véhicules, aussi bien civils que militaires, que sur des textiles. Vous avez une pluralité de choses.
Et ces pluralités de bases de données, vous allez les alimenter par une expertise personnelle, mais aussi par les données que vous allez trouver, notamment par les entreprises. Donc vous avez un intérêt énorme. Donc en Syrie, on augmente la compétence, on étend ce réseau qui fonctionne beaucoup sous pseudonymat et qui en règle générale a des règles assez strictes. Et c'est la première fois, quand l'invasion démarre en février de l'année dernière, que vous avez une communauté rodée, fonctionnelle, qui travaille et que l'OSINT est présente dès le début d'un conflit. On a parlé de l'heure de gloire de l'OSINT pour ces raisons-là, et on a vu aussi, eh bien, c'est un enjeu pour tous les médias, tous les producteurs de contenu d'information, radio, presse ou télévisuel, parce que, eh bien, ils sont obligés de suivre une actualité qui va très vite. La vérification des sources est extrêmement délicate, et ils ont mis en place, eux aussi, des procédures d'OSINT. Alors, ce que vous allez avoir, c'est que quand vous allez utiliser de l'OSINT, vous allez avoir un enjeu important pour capter des données, mais aussi parfois pour détourner des outils qui n'étaient pas créés à cette fin-là, voire pour en créer que vous allez déposer en open source. Et c'est d'ailleurs un des points qui est extrêmement important dans la structuration des groupes qui travaillent en open source intelligence. En Ukraine, on a eu plusieurs exemples d'applications, notamment des applications financières, des applications qui permettaient la géolocalisation, qui ont été détournées alors qu'elles ne servaient absolument pas à cela de manière initiale. On a pu les utiliser aussi pour pouvoir créer ce qu'on appelle des profils psychométriques et ensuite pour aller retrouver une personne, un type de personne et être un petit peu plus précis. À titre d'exemple, vous avez aussi des communautés qui sont spécialisées dans la bijouterie. Oui. C'est quelque chose que l'on a pu voir. Alors peut-être que certains d'entre vous avaient aperçu ce contenu quand il avait été diffusé, des canaux qui, alors quand on remontait, était proche du Kremlin, mais ce n'était pas aussi évident que ça au début, puisque c'est toujours un jeu de billard en bande, vous n'affichez pas tout de suite d'où vous venez, avait diffusé une photo du général Zaloujny ukrainien avec un bracelet qui était un petit peu flou en expliquant que oui, il y avait un symbole nazi et on remplaçait là-dedans. Et bien en fin de compte, il y a eu tout un travail en OSINT qui a été fait, donc nettoyage de l'image, etc., et qui vous explique que oui, non, le bracelet vient de telle fabrique, à tel endroit, etc., en le retrouvant. Donc ça va aller jusqu'à ces points de détail-là. Ces points de détail vestimentaires et de bracelets ont été aussi utilisés après Boutcha, dont tout le monde se rappelle, quand on a voulu retrouver ce militaire russe, qui a été connu pour avoir été appelé le boucher de Boutcha, parce qu'on avait des images parcellaires où vous aviez des vêtements, où vous aviez des bijoux, où vous aviez des chapeaux, et en les recroisant au fur et à mesure pour savoir où il était, donc de quelle unité il faisait partie, etc. Donc des choses qui ne sont absolument pas militaires et qui sont sur des données qui vont vous sembler, somme toute, anodines, puisque non sensibles, non critiques, non stratégiques. Chose intéressante, quand on arrive dans une entreprise, une structure, peu importe, et qu'on leur demande de dire quelles sont les données sensibles, critiques ou stratégiques, en règle générale, un ange passe. Et là, vous avez en règle générale deux réactions. La première, moi je suis gentil, donc pas grand-chose. Et la deuxième, qui réalise en réfléchissant, finalement, tout va l'être. Entre les deux, on arrive à avoir des complexités et des complications qui vont être assez fortes. Ce que l'on a pu voir, c'est que l'usage de ces données-là a parfois nécessité que l'on crée des outils, des logiciels spécifiques. Et vous avez, alors le hacker à la base c'est un bricoleur, si on fait la traduction directe, c'est pas forcément le gars avec un hoodie dans le garage de maman qui va braquer votre carte bleue, même si ça peut arriver, mais qui ont créé des logiciels spécifiques pour permettre de croiser ces informations, puisqu'en règle générale, dans de l'OSINT, ce que vous allez faire, c'est contextualiser, utiliser des données ensemble, les croiser, pour les vérifier. C'est-à-dire que même vous, dans vos données que vous allez laisser, puisque tout ce qui est digital, vous marchez dans la neige, il ne faut pas se penser qu'entre soi et soi-même, voire même entre soi et son écosystème, c'est-à-dire ma donnée, pour moi, elle n'est pas forcément stratégique. Très bien. Même dans ma filière métier concurrentielle, elle n'est pas forcément stratégique. Elle peut être intéressante dans quelle mesure on va pouvoir la croiser pour obtenir quelque chose de vraiment intéressant. Alors après, j'ai des exemples si vous ne voulez pas dormir la nuit, j'en ai quelques-uns, c'est pour ça qu'on ne m'invite plus au mariage, parce qu'en règle générale, je plombe un peu l'ambiance, mais je m'en remets. Donc vous allez avoir tout ça.
Dans ces logiciels qui ont été créés et qui ont été mis en open source, eh bien, vous avez ce que l'on appelle un effet de bricolage collectif. Pourquoi ? Parce que vous avez des petits groupes organisés à petite échelle, hein, on n'a pas un board, on n'a pas etc., qui vont créer des logiciels, qui vont les mettre par exemple sur GitHub. Et ces logiciels-là, parfois, vont prendre une telle ampleur qu'ils vont devenir des innovations qui peuvent être disruptives pour les entreprises, qui vont devoir soit courir après pour renforcer leur sécurité, potentiellement, soit adapter du matériel, etc. Donc vous avez vraiment cette capacité-là, et ça c'est quelque chose que l'on a vu en Ukraine. C'est cette capacité finalement, et c'est quelque chose qui était assez peu vu, de passer de cette espèce de petit bricolage collectif à une innovation disruptive, ce qui, pour mes collègues du monde académique, jusque-là était assez peu imaginable, puisque vous étiez à un niveau micro qui passait assez peu la frontière du méso ou du macro. Là, on voit qu'on a cet effet-là, et qu'on a un effet de tractation. Et c'est un effet que l'on a pu constater aussi au niveau de l'intelligence artificielle, qui a été utilisé et qui a été redéployé en Ukraine, alors bien sûr pour des opérations militaires, mais pas que, aussi pour des systèmes de repérage, de protection, voire d'anticipation, notamment des frappes, de capacité d'anticiper la reconstruction des axes principaux, des axes de dérivation. Et là, on a eu une vraie créativité qui s'est mise en place depuis 15 mois maintenant, avec une centralisation assez forte. Alors, l'OSINT, ça pose aussi deux questions qui sont importantes. Comme on l'a vu, vous allez forcément utiliser de l'high-tech. Vous êtes dans du numérique, vous allez récupérer des données, donc vous avez quelque chose qui est du domaine logique. Moi, je fais des exercices d'OSINT avec des étudiants qui sont en Master 2, qui vont être des développeurs, qui vont être des ingénieurs système, des ingénieurs réseau. Parfois, ils veulent chercher quelque chose de tellement compliqué et tellement technique qu'ils en oublient de la logique première. Et ça, c'est un élément qui va être extrêmement important. L'OSINT, je l'ai dit, ça travaille beaucoup avec un concept de pseudonymisation. Vous ne savez pas avec qui vous travaillez, vous ne savez d'ailleurs pas forcément où sont les gens. Sauf le petit débutant qui a oublié de mettre son VPN et qui vous explique gentiment qu'il met une photo avec la tour Eiffel derrière. Bon. Mais en règle générale, il y a des cas. En règle générale, vous travaillez de cette façon-là. Pourquoi ? Parce que vous avez un enjeu très fort, notamment de créer des insiders, c'est-à-dire des gens qui vont s'infiltrer dans votre réseau et qui vont soit récupérer vos données, soit simplement diffuser, regardez, j'ai créé un superbe logiciel, votre logiciel il est infecté, vous mettez toute une communauté à mal. C'est des choses qui ont été tentées, notamment en Ukraine. Ce que l'on voit, c'est que ce qui a été mis en place, c'est un système très low-tech pour sécuriser. Vous avez une cooptation qui est faite par individus qui, eux, vont se connaître. Donc, quand vous avez un ancien et qu'il coopte, on peut commencer à rentrer. Vous allez avoir l'usage d'outils en libre accès. Pourquoi ? Parce que ce qui est important et un des points principaux, c'est quand vous allez avoir un projet que vous allez développer en OSINT, j'ai les géolocalisés, je vous estime que cette vidéo est authentique, par exemple, ou cette photo est authentique pour telle et telle raison, vous devez avoir un fichier dans lequel vous allez donner toutes les étapes de ce que vous avez fait. Pourquoi ? Ça permet la reproductibilité. N'importe qui doit être capable de reproduire le processus par lequel vous êtes arrivé. D'où le logiciel en open source, en accès libre, et un moyen de contrôle. Ça a été particulièrement utile, alors vous allez me dire, ça marche pas, si, ça a pu marcher. Il y a un groupe, notamment russe, qui s'appelait Rubek, qui s'annonçait comme étant un groupe, un collectif d'OSINT, et qui en fin de compte faisait de la fausse OSINT pour diffuser de la désinformation. Et vous avez d'autres pratiquants qui ont repris tous leurs procédés en disant, non, ça fonctionne pas en fait. Ça ne marche absolument pas. Et si vous donnez des logiciels qui sont payants, vous êtes exclu de la communauté. Donc vous avez vraiment cet enjeu de reproductibilité. Vous allez avoir un principe de mentorat qui peut être mis en place. Et puis vous allez avoir des cloisonnements qui sont extrêmement forts, qui sont développés. Ça pose un deuxième problème, ce pseudonymat, c'est qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'avoir ces communautés qui sont extrêmement réactives, qui sont structurées, qui sont fonctionnelles, c'est un avantage énorme. C'est un avantage évidemment parce qu'ils s'autosaisissent pour eux, mais ça pourrait être un avantage pour des organisations, que ça soit public ou privé, qui pourraient les saisir pour avoir des raisons. Ça nous arrive parfois de buter sur un point, de ne pas réussir à vérifier un point d'une image, de demander à la communauté, et parfois vous allez buter pendant très longtemps, et en 5 minutes, quelqu'un le remonte. Moi, il y a un exercice, j'ai un de mes camarades de jeu qui l'a je le donne à mes étudiants, je les tiens 5 à 7 heures dessus, ça prend 8 minutes à faire sur quelqu'un qui est routé. Donc, vous allez avoir une capacité de réaction
et de rapidité qui est extrême et qui est utile puisqu'on produit de plus en plus de contenu et qu'il faut réagir. On est beaucoup plus souvent dans la réaction que dans l'anticipation, ce qui pose problème. Or, quand vous allez demander à une entreprise ou à une organisation, ce qu'elle veut chercher et comment est-ce qu'elle va interagir avec un groupe qui est relativement nébuleux et qui fonctionne de manière autonome avec un principe de pseudonymat. Et bien là, ça pose un véritable problème et c'est une des questions que se pose l'Ukraine, notamment à l'heure actuelle, avec un projet de créer un centre d'excellence de l'OSINT qui serait basé à Kiev et qui s'appuierait sur l'université Mohyla. Donc ça, c'est un des projets, mais eux-mêmes, c'est un des gros enjeux, parce que à qui allez-vous faire confiance, ne serait-ce que dans la question que vous allez poser. Ce qui vous intéresse est en soi déjà une information. Et ça peut poser un problème assez majeur. Alors, enfin, on a parlé d'intelligence artificielle générative, alors on pourrait parler de ChatGPT, Bard, Midjourney, etc., et tant d'autres. L'OSINT va être de plus en plus utile, parce que vous allez avoir, on en parlait tout à l'heure avec un des intervenants d'après, sur la capacité technique de repérer notamment des fakes, des deepfakes pour les images ou textuelles. Alors oui, on va avoir des moyens algorithmiques qui sont relativement coûteux, qui parfois il faut croiser. On a parlé de distorsion d'image cohérente, par exemple, ce genre de choses. Vous allez prendre une image authentique, vous allez la distordre, vous avez un type de distorsion normal, et puis vous allez prendre un deepfake, vous allez le distordre, c'est une image synthétique, elle se distord pas comme une authentique, voilà. Vous allez avoir plusieurs façons de faire, ça c'est une parmi les 10 ou 15 méthodes algorithmiques qui sont coûteuses, qu'il faut savoir manier, etc. Quand vous allez aller sur de la donnée textuelle, c'est beaucoup plus compliqué puisque vous avez beaucoup moins de marquage. Un texte qui va être passé de main en main ou que vous allez pouvoir récupérer, c'est plus compliqué d'aller vérifier, même si vous avez des modèles, un modèle langagier d'une IA, comme chacun d'entre vous et moi, on a des tics de langage, des rythmes, j'en ai plus que d'autres. Ça va évoluer, et plus vous allez nourrir l'algorithme, et plus vous aurez de tics de langage différents, donc moins ce sera traçable. Là, en OSINT, vous allez avoir des choses qui vont être intéressantes, puisque vous allez pouvoir essayer de récupérer et de faire du traçage. Et ça va être d'autant plus intéressant que, quand on parle d'IA générative, ChatGPT par exemple, en fait, ils se nourrissent de toutes les données. On a parlé de l'intérêt de la donnée, donc je rebondis sur ce qui a été dit au début. Eh bien, vous allez utiliser, alors sans vraiment vous soucier du droit de la propriété intellectuelle accessoirement, de tout ce que vous allez pouvoir trouver sur le net, aussi bien en images ou en contenu textuel, pour créer à votre tour un contenu qui sera crédible, si non authentique et non véridique. Or, ce contenu crédible, non véridique et non authentique, va lui-même se retrouver sur Internet, donc va lui-même faire partie du batch de données qui va alimenter une autre intelligence artificielle générative. Ce qui veut dire qu'avec une vitesse algorithmique accrue, eh bien, c'est le principe des biais algorithmiques, notamment de données, vous risquez d'arriver à de l'auto-trolling, ce qui risque d'avoir un enjeu assez important. Et dans ce cadre-là, avoir un principe d'OSINT pourrait être utile. Encore faudra-t-il avoir les connaissances, la culture, les groupes, la structuration pour pouvoir réagir et choisir où on va aller, parce qu'il est bien évident qu'il ne sera jamais possible de vérifier la totalité de ce qui est produit. Je suis désolée de casser un petit peu l'ambiance à ce niveau-là. Et puis, pour finir cette intervention en essayant de rester dans les temps, quand on parle de pseudonymat et de cette volonté de rester caché et à l'ombre, moi je voudrais vous évoquer un petit ouvrage que je vous conseille, c'est bientôt les vacances, de science-fiction qui a été écrit par un auteur chinois, et c'est pas inintéressant de voir comment la Chine conçoit sa science-fiction, qui s'appelle Liu Cixin et qui s'appelle La forêt sombre. Et dans La forêt sombre, il vous explique que, tant que vous êtes dans le couvert d'une forêt et que vous êtes somme toute assez discret, vous ne devenez pas une proie. Dès que vous devenez un petit peu plus sachant, dès que vous brillez un petit peu, vous passez au-dessus de la canopée, sauf qu'il y en a d'autres au-dessus qui sont des très grands prédateurs et que là, vous devenez une proie et que vous pouvez ne pas maîtriser ce qui va vous tomber dessus. C'est un petit peu ce qui a été vu avec de l'OSINT, c'est-à-dire on vous donne des éléments, mais on ne tient pas individuellement à sortir au-dessus de la canopée pour devenir une proie en direct. Cette idée de la forêt sombre, à mon avis, est quelque chose qui est assez intéressant à travailler, surtout alors que l'on travaille dans ce que l'on appelle une grande transparence tactique qui jusque-là n'aurait jamais été atteinte. Et là, je reprends les mots du CEMAD, donc du chef d'état-major de l'armée française.
Pourquoi ? Parce que vous avez la capacité de surveiller par satellite, par visée nocturne, par thermique. Vous pouvez recroiser, vous avez des hyperconnexions. On a tous la capacité de diffuser et de capter dans nos poches. Eh bien, tout cela rentre en compte puisque vous devez évoluer dans une forme de transparence. C'est comment est-ce que vous allez revenir à ces bonnes vieilles méthodes de tromperie ou de déception pour essayer d'évoluer dans cette transparence sans vous retrouver tel Adam et Ève, s'apercevant qu'ils étaient nus et n'en ayant pas pris les mesures adéquates de protection. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour planter le débat. Je sais que j'ai ouvert plus de pistes que je n'ai apporté de réponses, mais si vous avez quelques questions auxquelles je n'aurai pas forcément la réponse, je serais ravie d'essayer. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais revenir sur un terme que vous avez évoqué à la fin, je crois, de transparence tactique. Avant-hier ou hier, je crois, dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne dans l'est du pays, l'état-major ukrainien a passé beaucoup de messages pour expliquer à sa population qu'il fallait rien dire et qu'il fallait garder le silence. Comment on interprète ça, alors même que vous l'avez dit aussi, il y a aujourd'hui beaucoup de moyens qui nous permettent de savoir comment les troupes avancent. Voilà. Comment ça s'inscrit, pourquoi cette consigne de silence au moment où on est dans une transparence tactique ? Je reviens là parce que sinon on ne va plus m'entendre. Alors, il y a plusieurs raisons. L'Ukraine a déjà essayé de maîtriser un petit peu les informations qui refusaient. Alors, ceux qui sont du milieu presse le savent. Il était demandé, par exemple, de ne pas diffuser de manière immédiate des images de destruction, de ne pas montrer quand un bâtiment était partiellement détruit et partiellement intact pour éviter les frappes secondaires. Alors ça fait plusieurs jours en fait, voire même plusieurs semaines qu'il est demandé d'être particulièrement silencieux. Le premier qui avait fait cette demande, c'était il y a quasiment 3 semaines maintenant, le ministre des Affaires étrangères. Ça a été repris par le patron de l'équivalent, du renseignement militaire, avec cette petite phrase qui était Plans Love Silence, je crois, quelque chose comme ça. Ce que l'on voit, et c'est ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a une asymétrie d'informations assez forte depuis une semaine, donc depuis ce qui est considéré comme étant le démarrage de la contre-offensive. Alors, et vous avez une logique qui est une logique simplement stratégique pour éviter de tout donner avant et écouter messieurs les Anglais tirer les premiers. Vous avez aussi avoir un deuxième effet, c'est-à-dire on ne dit rien, donc vous ne savez pas où nous frapperons. Donc ça, c'est un effet que vous allez essayer de viser sur vos adversaires, mais qui est encore une fois quelque chose de très classique, et ça ne facilite pas la tâche au niveau, alors que ce soit des chercheurs d'ailleurs ou des journalistes, puisque l'accès au terrain est forcément plus difficile et que ça vous oblige pour le coup à vérifier d'autant plus, parce que asymétrie d'information, ce qui veut dire que ceux qui parlent le plus à l'heure actuelle sont des Russes ou des pro-Russes. Alors vous allez me dire qu'on ne prête qu'aux riches, mais enfin depuis 2 ans on a quand même tendance à prendre avec plus que des pincettes les informations qui viennent de ce côté-là, ce qui demande et ce qui oblige à faire beaucoup de vérifications. Donc si vous êtes un peu curieux, vous avez dû voir beaucoup de communautés justement d'OSINT qui travaillent alors aussi bien sur l'eurodatage que sur l'identification du matériel, que sur la géolocalisation, etc. Et y compris sur quand vous allez, faut bien prendre en compte que quand vous allez par exemple faire de l'eurodatage ou de la géolocalisation, vous allez aller jusque au sens du vent. Et sur de la météo, c'est des éléments que vous prenez en compte pour arriver à resserrer votre créneau à 1 ou 2 heures près, voire un petit peu plus quand vous êtes dans des milieux urbains en utilisant d'autres méthodes ou d'autres accès, et notamment des données qui sont laissées par tout ce qui va être l'Internet of Things, donc tous les objets connectés, qui finalement sont assez peu sécurisés, dont beaucoup de données d'ailleurs sont même pas dans des... Enfin, il ne faut même pas les chercher pour les trouver si vous voulez, elles sont directement en open access. Donc on a tout cet élément-là
Et puis vous avez aussi un autre point, c'est que, alors je sors un petit peu du sujet, donc n'hésitez pas à me taper sur les doigts si je déborde un petit peu trop, je digresse assez vite. C'est que la contre-offensive qui est lancée, elle a été annoncée, attendue, surattendue depuis très longtemps. On se rappelle de celle de l'année dernière qui avait été faite de percées assez rapides. Or, on ne sera pas du tout dans la même configuration cette année. Notamment parce que pendant tout l'hiver, vous avez une sédimentarisation et un renforcement des défenses russes, et que quand vous allez devoir reprendre des territoires qui ont fait l'objet de plans alors aussi bien de défense qui vont reprendre des systèmes de minage à 3 bandes. En règle générale, vous êtes sur de l'anti-char, de l'anti-personnel piégé et de l'anti-char, et ensuite des principes avec fossés, barrages, dents de dragon, etc., plus finalement une armée qui, aussi mal organisée qu'elle ait pu l'être l'année dernière, a une culture et une doctrine qui remonte à l'ère soviétique, où la tenue de position, quand vous ne cherchez pas à être forcément économe en termes de la vie de vos hommes, c'est une position qui est plus simple. Et on sait que, classiquement, le ratio entre défenseurs et attaquants sur une position renforcée, vous allez être de 1 pour 3. Ça va monter à 1 pour 5 ou 1 pour 8 en milieu urbain. Donc on sait que ça va être long, on sait que ça va être coûteux et on sait que ça va être difficile. C'est aussi un moyen probablement d'empêcher que les Occidentaux finalement se découragent assez vite en n'ayant pas de résultats aussi flagrants que ce qu'ils voudraient avoir, voire en voyant des pertes qui seront forcément lourdes. Donc il y a plusieurs enjeux. Mais je n'ai pas la réponse à tout. Le rapport entre l'armée régulière d'un pays et justement ces communautés de signes qui ne sont pas organisées, pas hiérarchisées, qui sont un peu l'antinomie d'une armée, en tout cas hiérarchique telle qu'on la pratique dans un certain nombre de pays. Comment ça vit ensemble, tout ça ? Alors il y a plusieurs choses, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de l'IT Army of Ukraine, donc là on n'était pas sur de l'OSINT mais on était sur des volontaires qui rentraient dans ce format d'armée donc, en technique de l'information pour essayer de mener des attaques, alors pour le coup des cyberattaques contre la Russie ou les intérêts russes, et on voit que là-dessus on a eu aussi un souci qui a été double, le recrutement, comment vérifier le recrutement, donc là on a fait des systèmes de cloisonnement en testant au fur et à mesure, en revérifiant. Et même comme ça, on a pu avoir des soucis, mais ça a aussi posé un autre problème qui, pour le coup, est juridique, puisque vous participez à des actions de guerre sans avoir un statut militaire. Donc on a eu un petit flottement, donc justement, c'est un travail qui est en cours, de savoir comment est-ce que l'on peut donner à des non-combattants en kaki, mais combattants dans le cyberespace, le statut de militaire pour les protéger d'un point de vue juridique et qu'ils retombent sous le droit de la guerre. Au niveau de l'OSINT, on n'est pas sur de l'approche offensive, quoique vous allez pouvoir finalement s'aborder des éléments qui vont être donnés, qui font partie d'un plan global, militaire et stratégique. C'est tout l'enjeu. Encore une fois, l'avantage qu'a l'Ukraine, c'est qu'elle jouait à domicile et que le conflit, ça fait 9 ans. Donc ces communautés-là, elles se sont créées, elles se sont rapprochées progressivement de différents services, de la garde nationale, par exemple, des services d'intelligence, alors que ça soit militaire, que ça soit le SBU, voire du ministère des Armées. Donc il y a une connaissance au moins de tête de pont. Ce qui leur permet de ne pas avoir l'ensemble de la nébuleuse, mais d'avoir un moyen d'entrée et un point de confiance à ce niveau-là. Mais même là, c'est pour eux un véritable enjeu, notamment pour les autres ministères, puisqu'il y a un véritable intérêt, et cet intérêt, il va être aussi économique, puisque ce que l'on sait, c'est que vous avez aussi des moyens d'arriver à faire de l'entrisme dans des structures économiques, d'aller faire du rachat, d'aller récupérer énormément de choses, voire d'aller tout simplement faire du sabotage d'entreprise. Et ça, vous avez différentes façons de le faire, et récupérer des éléments en OSINT pour savoir qui, quoi, où, comment, pourquoi, peut vous permettre de limiter ce genre d'action. Mais c'est une de leurs grosses questions, ce sur quoi ils sont en train de travailler, ne serait-ce que sur formaliser les demandes qui pourraient être faites par les organes gouvernementaux. Et c'est un des points qu'eux sont en train de lever.
Et quelque part, ils essuient les plâtres. On avait vraiment parlé d'un laboratoire à ciel ouvert pour les opérations d'influence à partir de 2014-2015. C'était les mots de l'OTAN encore. On le voit encore ici. Côté Russie, vous avez aussi ces éléments-là. Alors, on a parlé de l'IT Army of Ukraine. Vous aviez Killnet de l'autre côté, qui sont des réseaux de volontaires. On arrive à voir que certains ont plus ou moins été initiés par soit le GRU, soit le FSB. Mais ils ont les mêmes enjeux. Ils ont les mêmes enjeux d'entrisme. Christine, un grand merci. Merci à vous.